Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va aborder une histoire assez surprenante, Adolf Hitler et les compagnies d'assurance. Tout débute le 7 novembre 1938 à Paris. Ce jour-là, un jeune homme de 17 ans nommé Herschel Greenspan tire sur Ernst von Rath, le secrétaire de l'ambassade d'Allemagne. L'homme est grièvement blessé et succombe à ses blessures 2 jours plus tard, soit le 9 novembre. L'émotion est vive en Allemagne, car le jeune homme qui a tué froidement un haut dignitaire du parti nazi est un Allemand. Enfin, un Allemand façon de parler, car c'est avant tout un juif d'origine polonaise par ses parents. Dans l'absolu, c'est une petite affaire, un fait divers. Ernst von Rath n'est absolument pas un haut dignitaire. En réalité, il est troisième secrétaire à l'ambassade. Autant dire que c'est juste un gratte-papier, rien de plus. D'autre part, il est plutôt mal noté par sa hiérarchie car il a osé critiquer les persécutions raciales et l'attitude anticléricale du régime nazi. Pensez-vous donc? D'ailleurs, on se demande ce qu'il fiche au parti nazi, car pour couronner le tout, il est homosexuel. Oh là 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 là, tout ça ne fait pas bon ménage. Dans le milieu gay parisien, on le surnomme Madame l'ambassadeur ou encore Notre-Dame de Paris. Que fiche-t-il dans un parti qui persécute également les homosexuels? Eh bien, ma petite dame, comme pour beaucoup de personnes, il a adhéré par opportunisme au parti nazi. Et oui, c'est un carriériste qui a suivi le chemin diplomatique engagé par sa famille. Objectivement, Hitler n'en a rien à secouer de la blessure par balle d'une tarlouse de 29 ans, simple agent administratif dans une ambassade. Surtout qu'à ce qu'on raconte dans les milieux autorisés, auxquels nous on n'a pas le droit d'accéder, que le fonctionnaire débutait une relation avec le juif en question. En effet, ce dernier voulait avant toute chose des papiers car son passeport polonais était expiré, tout comme son permis de retour en Allemagne. Factuellement, il est interdit de séjour en France, en Belgique, en Pologne et bien sûr en Allemagne. C'est donc un sans-papier qui aborde Ernst von Rath. La suite, on ne la connaît pas, mais sans doute se montrait-il insistant, souhaitant absolument des papiers pour revoir ses parents. Le fonctionnaire allemand a peut-être entretenu l'illusion d'arranger tôt ou tard les choses, et le temps faisant, comme il ne se passait rien, il est passé à l'acte. Le 7 novembre, il se rend dans une coutellerie armurerie, la Fine Lame, il achète un revolver et quelques balles pour la modique somme de 235 francs. Puis se rend à l'ambassade d'Allemagne, il demande à rencontrer le secrétaire d'ambassade en prétextant avoir des papiers importants à remettre. Celui-ci étant indisponible, on le dirige vers le troisième secrétaire, et donc le fameux von Rath. Une fois dans son bureau, il déclare « Vous êtes un sale boche, et au nom des 12 000 juifs persécutés, voici le document. » Il sort son arme et tire à 5 reprises sur von Rath, qui s'écroule. Tant bien que mal, le personnel de l'ambassade parvient à le maîtriser, et il est remis aux autorités françaises. Bien évidemment, Hitler est informé de la situation. Faire de la publicité autour de cet attentat est à double tranchant. On tue un diplomate allemand parce que quelque part, l'Allemagne persécute les juifs. Mal gérée, cette information peut se retourner contre le parti nazi. Ni une, ni deux, Adolf Hitler envoie son médecin personnel ainsi qu'un professeur réputé auprès du jeune blessé. Dans la foulée, comme par magie, on élève le fonctionnaire au haut rang de conseiller d'ambassade. Malgré sa superbe promotion et la présence d'éminents docteurs, le jeune homme meurt 2 jours plus tard. Et c'est précisément à partir de là que la mécanique infernale va s'enclencher. La cérémonie allemande se déroule à Düsseldorf. La salle est entièrement décorée d'oriflammes noires avec des drapeaux du Troisième Reich. La cérémonie se déroule en présence du Führer Adolf Hitler et de hauts dignitaires du régime. Le ministre des Affaires étrangères, Joachim von Ribbentrop,
prononce l'éloge funèbre, la main sur le cœur. C'est indéniable, l'Allemagne a perdu l'un de ses plus grands hommes. La propagande allemande est d'une efficacité redoutable. Pensez-vous donc, un sale juif polonais, car oui, on se garde bien de dire qu'il est né en Allemagne, a tué sauvagement un très grand diplomate allemand qui œuvrait pour la paix dans le monde et qui chérissait plus que tout les belles valeurs allemandes. Forcément, le peuple allemand est en émoi, c'est trop triste, ils sont vraiment trop méchants les juifs. Dès lors, la seconde phase se met en place. L'administration nazie, et notamment Goebbels, ministre de la propagande, laisse entendre que cet assassinat émane d'un complot juif mondial, savamment orchestré. Il ajoute que, bien évidemment, le parti nazi ne peut pas participer à des manifestations dans la rue. Toutefois, le Führer en personne a dit qu'aucune d'entre elles ne serait interdite et ne devrait être entravée par la police allemande. L'information circule très rapidement à travers toute l'Allemagne et se traduit en quelque sorte par peuple allemand, vous pouvez exprimer votre mécontentement, c'est normal, on vous comprend. D'ailleurs, si vous avez envie de casser du juif, on ne dira rien. Ce soir, c'est open bar pour tout le monde. Mais attention, vous vérifiez quand même avant de frapper. Allemand non juif, je ne lui fais rien. Allemand juif, je peux le castagner. Les violences éclatent dans la nuit du 9 au 10 novembre. Les sections d'assaut et les jeunesses hitlériennes s'habillent en civil et commencent les pogroms aux quatre coins du pays. Les massacres et les pillages des juifs prennent une ampleur phénoménale. Ce mouvement, spontané entre guillemets, ne l'est bien évidemment pas du tout. Des consignes sont explicitement remises aux meneurs, genre notice explicative. Avant de brûler une synagogue, veillez à bien voler et à sécuriser leurs archives. Bah oui, on va en avoir besoin. Messieurs de la police, vous devez arrêter autant de juifs que vos prisons locales le permettent. Si possible, des hommes jeunes et en bonne santé. C'est une véritable purge. Des centaines de juifs sont tués, même si officiellement le régime nazi déclare seulement 91 juifs décédés. Et encore, c'est normal, car ils étaient extrêmement violents et représentaient un risque à la sécurité publique. Ah oui, écoutez ma petite dame, on n'a pas pu faire autrement que de tirer. Les femmes juives, quel que soit leur âge, sont violées en toute impunité et bien évidemment, tout ce qui a de la valeur dans la maison est volé. L'appellation Nuit de cristal vient des milliers de vitrines brisées. Le lendemain, Hitler et ses copains jubilent. Qu'est-ce qu'on leur a mis dans la tronche aux juifs ? Bon les gars, officiellement, faut qu'on joue la carte de l'indignation et faut insister sur le fait que c'est la faute aux juifs, qu'il faut rien qu'à vouloir attaquer les braves Allemands. Seulement Hitler n'avait pas prévu un truc. Un truc bien plus terrible que les indignations et les condamnations de la communauté internationale. Non, ce qu'il n'avait pas prévu, écoutez, ce sont les compagnies d'assurance. En effet, Göring reçoit le 12 novembre dans son bureau de super-ministre des mecs en costard-cravate. Ils ont une mine grave. « Monsieur le ministre, on vient vous voir pour une question d'assurance. » Göring pense que cette réunion ne va durer que quelques minutes. Bon, j'espère qu'ils vont pas me casser les couilles avec les magasins juifs qu'on a cassés. Eh ben justement, si. Göring est un peu paumé car généralement, quand il y a un problème, on le déporte. Et hop, comme par magie, plus de problème. Si malgré tout le problème revient, on le flingue. Sauf que là, on ne peut pas flinguer des mecs en costard-cravate qui ont des belles mallettes en cuir, des petites lunettes rondes et qui assurent des millions d'Allemands. Il appelle Reinhard Heydrich, le directeur de la Gestapo, à la rescousse. Bon, c'est quoi le problème ? Messieurs, il y a des centaines de millions de Reichsmarks de dégâts. Et alors, on s'en fout, ce sont des juifs. Je n'en disconviens pas, messieurs, mais ce sont aussi nos assurés. Et alors, on s'en fout, ce sont des sous-hommes, donc on les rembourse pas. Messieurs, contractuellement, il aurait fallu leur dire qu'ils ne pouvaient pas souscrire d'assurance, même en tant que sous-hommes. Or, comme ils l'ont fait, ils ont droit à une indemnisation comme tous nos assurés.
Alors, on s'en fout, puisqu'on vous dit que ce sont des juifs. Ils ont droit à rien. Messieurs, excusez-moi, mais les contrats signés disent le contraire. Peu importe qu'ils soient juifs, noirs ou autres, ils sont pour la plupart citoyens allemands et ont bénéficié de nos superbes contrats d'assurance. Aucun texte législatif ne leur a interdit de le faire. Et là, nos deux camarades nazis blêmissent. Oh putain, c'est toi qui vas l'annoncer au Führer, cette embrouille d'assurance. Mais avant cela, ils demandent aux assureurs de revenir le lendemain, le temps qu'ils consultent leurs autres copains. Malheureusement, ils ont beau tourner le truc dans tous les sens, les juifs avaient le droit d'être assurés. Un courtier en assurance se moque éperdument des histoires de race. Lui, ce qui importe, c'est de percevoir une bonne cotisation de la part de son assuré. Et là, avec les centaines de millions de dégâts, si l'État n'intervient pas financièrement, c'est la banqueroute assurée. Les échanges durèrent plusieurs jours. Le Führer était furieux. Sérieusement, on ne va pas indemniser les Juifs. Trouvez-moi une solution. Göring et Heydrich reçoivent de nouveau les gars en costard-cravate avec leurs petites mallettes. Bon, qu'est-ce qui se passe si on ne rembourse pas les Juifs parce que techniquement ce sont des sous-hommes et que les sous-hommes n'ont pas le droit d'être assurés? Regardez là, on a un texte tout prêt. On peut lancer l'impression dans 1 heure. Hein. Bon, s'il y a besoin de l'antidater, on le fera. Messieurs, c'est plus complexe que ça. Déjà, tous les juifs ne sont pas propriétaires. Bon nombre d'entre eux sont juste locataires, s'ils ne sont pas en mesure de réparer les dégâts. Le propriétaire, 100% allemand, sera lésé car son patrimoine va se dévaloriser. J'ajouterai que le système fonctionne dans l'autre sens. De nombreuses compagnies d'assurance allemandes sont tenues par des juifs. Si on ne rembourse pas les juifs au prétexte que ce sont des sous-hommes, les compagnies d'assurance juives vont utiliser ce prétexte pour ne pas indemniser leurs clients. Vous savez comme moi comment sont les juifs quand il est question d'argent. Croyez-moi, les assureurs juifs sont encore plus redoutables. Dès lors, il est impensable que les seules compagnies d'assurance 100% allemandes, comme les nôtres, payent les pots cassés pour tout le monde. D'autre part, c'est une question de confiance. N'importe quel système économique repose sur la confiance. Si demain les gens n'ont plus confiance en leur monnaie, ils vont acheter des devises étrangères et notre monnaie va se déprécier inéluctablement. Même nos alliés ne voudront plus être payés en Reichsmark. Si les Allemands n'ont plus confiance en leur compagnie d'assurance, nous allons perdre également leur confiance et par voie de conséquence leur portefeuille. Dès lors, c'est l'ensemble du système économique qui va s'effondrer. C'est bien simple, si l'État allemand ne nous aide pas à payer les dégâts qu'il a lui-même organisés, quand même un petit peu, hein, messieurs, nos compagnies seront en faillite. Des centaines de millions d'Allemands et d'Autrichiens seront privés d'assurance et conserveront leur argent plutôt que de l'injecter dans le système économique allemand. Je me répète, mais notre devise, le Reichsmark, va perdre du terrain. Qui ferait confiance à un pays qui n'est pas en mesure de payer les dégâts rencontrés sur son propre territoire? Bref, pour les investisseurs allemands, la valeur refuge sera la livre sterling, le franc suisse ou le dollar américain. Même le franc français sera une belle opportunité. Après une crise de confiance, vous allez amorcer une crise économique sans précédent. Bref, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais à mon avis, le Troisième Reich, qui doit durer 1000 ans, écoutez, ne passera pas le printemps prochain. Göring et Heydrich sont blancs comme des culottes de nonne. Oh putain, Adolf va être énervé. Aussi surprenant que cela puisse paraître, les Juifs seront tous indemnisés. L'État allemand a donc aidé les compagnies d'assurance à rembourser tout le monde. Mais les nazis avaient un coup d'avance extrêmement fourbe. Quelques jours après le paiement des indemnisations, le gouvernement allemand prit alors une mesure à effet immédiat imputant aux Juifs eux-mêmes la responsabilité de la nuit de cristal. Bref, comme ils ont foutu le bordel, c'est à eux de payer les pots cassés. Non seulement le gouvernement confisqua toutes les indemnisations des assurances qui auraient dû être versées aux Juifs, mais en plus, la communauté juive allemande fut condamnée à une amende de 1 milliard de Reichsmark. L'économie allemande n'allait pas vaciller car les compagnies d'assurance n'étaient pas en défaut de paiement et l'État allemand a récupéré son prêt aux assureurs. Cerise sur le casque à pointe,
Avec l'amende, ils ont même réalisé un joli bénéfice. Et encore, ce n'était qu'un début. Dans la foulée, le gouvernement promulgua une batterie de lois et de décrets pour exproprier les juifs de leurs biens, interdire les enfants juifs de scolarité. Les travailleurs, déjà exclus du service public, furent interdits d'exercer des professions relevant du domaine privé. La machine à broyer était en marche et il faudra une paire d'années et des millions de morts pour qu'elle s'enraye. Le seul point positif que l'on peut tirer de tout ça, c'est que cette nuit de cristal a permis une prise de conscience internationale du problème nazi et de la persécution des juifs. Autre petite satisfaction, cette fois personnelle, imaginez Hitler et les hauts responsables nazis s'arracher les cheveux devant des contrats d'assurance, parcourir sans fin toutes les clauses et les petits alinéas très fourbes. À la fin, Hitler devait être rouge écarlate d'avoir des assureurs qui lui tiennent tête et lui donnent une leçon d'économie. Voilà mes petits lapins, j'en ai terminé avec cette petite histoire, j'espère qu'elle vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Gunnet Story.